Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Talk with Nessima. Aujourd'hui, nous abordons un sujet difficile mais essentiel. Comment vivre et apprendre de son échec? Comment vivre en harmonie avec son échec? Aujourd'hui, on reçoit Madame Sophie Samia, thérapeute, psychothérapeute et spécialiste du bien-être. Bonjour Samia. Bonjour Nessima, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui, plaisir. pour ton temps, pour le temps d'attente. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Je te laisse te présenter parce que moi je dis psychothérapeute, mais je sais que tu as une panoplie de thérapie. de thérapie. Alors oui, donc je suis psychothérapeute. Je suis également spécialisée dans la thérapie cognitive et comportementale, donc la TCC, que je pratique beaucoup au cabinet pour des troubles, des pathologies ou des mal-être. Je suis aussi également thérapeute systémique, familiale, thérapeute de couple également. Voilà. Allah yabarak. Merci. Samia, aujourd'hui, on parle de l'échec. Comment aujourd'hui on peut redéfinir ou plutôt définir l'échec, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel? Alors, l'échec, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. D'accord. C'est quelque chose que chacun a vécu, a fait l'expérience à un moment ou à un autre de sa vie. La question, en fait, la vraie question, elle réside dans le fait de savoir pas comment on a vécu, est-ce qu'on a vécu un échec, mais plutôt comment on a réagi face à l'échec. Est-ce que l'échec est subjectif comme la réussite? Est-ce que ce que je considère moi comme échec est aussi considéré pour l'autre comme échec? Est-ce que ça a une relation avec mon objectif? Donc... Alors oui, effectivement. C'est-à-dire que l'échec, c'est ne pas avoir pu atteindre un objectif. D'accord. Voilà. C'est ça. Et l'échec peut être propre à chacun et les raisons de l'échec peuvent être propres à chacun. D'accord. Alors, c'est quoi les réactions les plus communes que tu reçois ou que tu vois chez vos, on va dire chez vos patients, ou chez tes patients, excuse-moi. C'est quoi les réactions liées à l'échec? Qu'est-ce que tu vois le plus? Alors, forcément, l'échec, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui est difficile. Donc, forcément, les personnes qui consultent par rapport à cette épreuve-là, c'est des personnes qui vivent un mal-être, c'est des personnes qui sont envahies par des émotions négatives, par des pensées dysfonctionnelles. Très souvent, ce qu'on retrouve pour les patients qui consultent par rapport à l'échec, c'est des pensées telles que « je n'y arriverai plus jamais ». Je suis vouée à l'échec, je suis un bon à rien. Ça, c'est des pensées qu'on retrouve très souvent. On appelle ça des pensées automatiques. C'est des pensées qu'on ne peut pas contrôler. Elles viennent quand on vit une épreuve, quand on vit un moment difficile. Ça vient, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, on ne doit pas laisser ces pensées s'installer. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, des personnes consultent pour pouvoir dépasser un petit peu ce genre de pensée, ce genre de croyances. Alors moi, je dirais, la question qui me vient à l'esprit maintenant, comment on accepte l'échec? Alors, c'est une très bonne question, parce que tout commence par là. En fait, c'est une étape fondamentale, très importante, que chacun doit faire après un échec. Est-ce que c'est un processus de deuil? Oui, quelque part, qui démarre par l'acceptation. Oui. En fait, oui, ça démarre par l'acceptation. La première étape dans ce processus d'acceptation, c'est de se poser avec soi-même et de poser les bonnes questions. Pourquoi et comment cet échec est arrivé? Ça, c'est la première étape. Même si parfois, les réponses peuvent être difficiles à entendre, mais elles sont nécessaires. C'est-à-dire que dans cette étape, il est question de comprendre les raisons de cet échec. Il est question de comprendre quel a été notre rôle, quelle a été notre responsabilité dans cet échec. Alors c'est important de définir notre responsabilité. Oui, clairement. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne qui a essuyé un échec pour une inscription à l'étranger ou autre. Et là, bien évidemment, un échec va déclencher un mal-être, des émotions négatives, il faut les vivre. C'est une épreuve qui est difficile.
dans Donc, il ne faut pas les cacher. Non, pas du tout. On pas n'inhibe pas nos émotions. D'accord. Pas du tout. Il faut les accepter, les vivre. Oui, Donc, oui. si je n'ai pas envie de me réveiller le matin, de quitter mon lit… C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous avez le droit d'être mal parce que vous n'avez pas été accepté quelque part. C'est tout à fait normal. Par contre, après, on apprend dans ce processus à accepter les choses pour pouvoir avancer. Aller à autre chose. Tout à fait. Passer à autre chose. Là, par exemple, le fait de se poser ces questions va nous permettre de comprendre les raisons réelles de cet échec. Les raisons peuvent être des raisons qui nous incombent, comme ça peut être quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et c'est en faisant cette étape-là, en se posant avec soi-même, en ayant ces réponses à ces questions-là, qu'on pourra dépasser, qu'on ressentira même parfois un soulagement. Dans le cas d'une personne qui a essuyé un refus, elle va commencer à se poser les bonnes questions. Ai-je fait mon dossier correctement? Est-ce que je n'ai rien omis? Est-ce que je n'ai rien négligé? Est-ce que j'ai ficelé mon dossier convenablement? Si les réponses sont oui, la personne va se sentir soulagée parce qu'elle se dira finalement… Ce n'est pas de ma faute. Voilà, ils n'ont pas voulu de moi. Oui. Et ça arrive. Oui. Et c'est surtout quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça fait pas partie, c'est pas entre nos mains. Et est-ce que le fait est de voir que l'échec est lié à quelque chose qu'on ne contrôle pas, ça soulage? Oui, parce qu'à ce moment-là, on met en place le lâcher-prise. Quand on est face à quelque chose qu'on ne contrôle pas, on lâche prise. Contrairement, si par exemple les réponses sont oui, effectivement, j'ai mal fait mon dossier, j'ai négligé certaines choses, j'ai omis certaines choses, etc. Là, effectivement, on peut avoir des sentiments par exemple de culpabilité ou de regret, mais on a quand même des réponses. Ouais. On sait où on a failli et qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment pour réussir la prochaine fois. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est se poser avec soi-même et se poser ces questions-là. La deuxième étape, c'est d'en parler. Alors oui, c'est important de parler de son expérience, de parler de l'échec. Même si on vit dans une société où la réussite est beaucoup plus valorisée, elle est mise en avant, et l'échec est plutôt caché, il est même voire parfois considéré comme une honte, une honte carrément. C'est important quand même d'en parler. D'ailleurs, aujourd'hui, ça commence petit à petit. Est-ce que c'est important d'en parler autour de soi, avec sa famille ou ses amis, ou plutôt d'en parler à un spécialiste, un thérapeute? Alors, on peut en parler bien évidemment à son entourage. On peut en parler surtout à des personnes qui ont vécu une expérience similaire, à des personnes du domaine. Et effectivement, on peut aussi également en parler à un thérapeute. Oui. C'est-à-dire que quand on a du mal à dépasser ça, oui, on en parle avec le thérapeute, parce que le thérapeute a des outils pour pouvoir déconstruire certaines pensées dysfonctionnelles, certaines croyances limitantes, et pouvoir mettre en place une reconstruction cognitive qui aidera la personne à dépasser ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs, de personnalités connues qui parlent aujourd'hui de leur échec. Mais ils parlent vraiment après une dizaine d'années, 5 ans, 7 ans, 8 ans, après ça vraiment commence à changer. À avoir digéré cette frustration de l'échec. Ça prend du temps. Oui. Ah oui, parfois ça prend du temps. Il faut savoir que ce processus parfois peut prendre du temps. Exactement. Ouais. Donc pour moi, moi je dirais que c'est important d'en parler à un thérapeute parce qu'il te donne les outils pour pouvoir surmonter ça. Tout à fait. Mais le fait est je suis plutôt une we spread happiness around us que partager la frustration, parce que je dirais que si je suis en pleine dedans et je vais parler à mon entourage, mais je suis malheureuse parce que ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas fonctionné. Ça va être plutôt un partage d'ondes négatives. Je ne vais même pas voir la leçon learned de cet échec. Mais si je prends le temps de digérer mon échec, je vais revenir en partageant j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, mais ça m'a apporté ça. Exactement. Et ça m'a donné envie de faire autre chose. D'ailleurs, il y a une chercheuse qui s'appelle Laetitia Gasca qui a participé à un TED Talk et qui a parlé ouvertement de son échec, de l'échec de son précédent business et de comment elle a eu l'idée de créer The Failure Institute. C'est un institut qui aujourd'hui est reconnu mondialement parce qu'il aide les personnes qui ont échoué dans leur business, qui les accompagne dans différents secteurs, dans différents domaines, qui essayent de comprendre pourquoi ils ont échoué. Et c'est grâce à un échec qu'elle a réussi à faire ça. Et elle en parle Alors oui, on n'est pas obligé d'en parler publiquement, on n'est pas obligé non plus d'en parler constamment à
son entourage, comme vous avez dit, et être dans cette sphère très négative, mais c'est bien quand même de pouvoir en parler avec certaines personnes, des personnes qui ont vécu cette expérience, des personnes qui sont du domaine dans lequel on a par exemple échoué, ou bien un professionnel tout simplement, qui nous aidera à dépasser. J'avoue qu'on a tous vécu des échecs et j'avoue qu'il y a 10 ans de cela, je ne partageais pas mes échecs. Mais aujourd'hui, j'ai une fierté à partager mes échecs d'il y a 10 ans parce que j'ai appris quelque chose et puis je me dis qu'autour de moi, il faut que les gens sachent qu'on ne peut pas réussir sans passer par cette étape-là. Tout à fait, exactement. Exactement, c'est un apprentissage l'échec, Oui. c'est pas une fin en soi. Pas du tout. Au contraire. Pas du tout. Samia, est-ce qu'on traite, ou plutôt, est-ce que chez toi, on traite l'échec de la même manière, que ce soit un échec professionnel, personnel, divorce ou autre? Est-ce que le processus du deuil est le même ou plutôt la méthode diffère un petit peu d'un échec à un autre? Alors, concernant l'échec, en général, le processus est plus ou moins le même. Ça reste dans un cadre plutôt cognitif et comportemental. Donc, c'est beaucoup plus une TCC que je mets en place pour faire un accompagnement. C'est quoi une TCC? C'est une thérapie cognitive et comportementale. D'accord. Donc, c'est pourquoi cette thérapie en particulier? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand on vit un échec, on est submergé par des émotions négatives. C'est une thérapie qui aide à gérer les émotions. C'est une thérapie qui se focalise énormément sur la partie cognitive, donc toutes les pensées. Ce qu'on fait pendant le protocole, c'est qu'on identifie les pensées dysfonctionnelles, on déconstruit ces pensées dysfonctionnelles, telles que je suis vouée à l'échec, je suis nulle, et on reconstruit. Donc on met en place une reconstruction cognitive basée sur des éléments scientifiques, sur des preuves concrètes et rationnelles. Donc que très souvent, quand on vit une épreuve telle qu'un échec, en fait, on n'a pas la capacité de voir ces choses-là, on n'a pas la capacité de raisonner d'une telle manière. On est envahi par nos émotions et donc on a du mal à le faire. C'est d'où le rôle du thérapeute en fait. Et comment on peut maintenir la motivation après un échec? Alors, c'est très important. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude du Failure Institute, d'ailleurs, qui a démontré que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière face à un échec. Ah, intéressant. Oui. Ouais. Les hommes auront tendance à recéler le cheval, remonter très rapidement. C'est leur façon de faire. Ils vont tout de suite rebondir, aller vers un nouveau projet, etc. Les femmes, à l'inverse, vont être beaucoup plus prudentes, vont prendre beaucoup plus de temps, vont même chercher la sécurité. Parfois, vous trouverez certaines femmes qui vont se dire, bon, finalement, l'entrepreneuriat ou avoir mon propre business n'est pas fait pour moi, vaut mieux aller chercher un poste avec un salaire, voilà, chercher un peu la sécurité. Et en fait, ça incombe au fait que les femmes sont beaucoup plus sujettes au syndrome de l'imposteur que les hommes. Et c'est pour ça que... Oui. Et donc, c'est pour ça que ça... J'avoue que j'ai vécu longtemps avec ce syndrome-là. D'accord. Vous avez réussi à le dépasser? Oui, parfois je l'ai encore. Oui, il revient, mais après je me dis, allez, t'es compétente. Exact, tout à fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même manière. Mais en fait, la meilleure façon de faire, c'est effectivement de ne pas attendre, de ne pas s'arrêter à un échec. Il faut apprendre à rebondir. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Certes, on doit avoir les premières réponses lors de l'acceptation, exactement. Et de là, donc, en tirer les leçons nécessaires pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Prendre son temps, fixer de nouveaux objectifs, comprendre où j'ai failli la première fois et pouvoir à ce moment-là se fixer de nouveaux objectifs réalisables. C'est important aussi pour pouvoir rebondir de ne pas se comparer aux autres. C'est super important de ne pas comparer aux autres parce que de toute façon, on ne voit que la façade. Vous savez, ce n'est pas les mêmes raisons. C'est-à-dire que si quelqu'un a réussi dans un domaine, ça ne sert à rien de se comparer à lui en se disant lui a réussi, moi je n'ai pas réussi. Non, chacun a son vécu, chacun a son histoire, ses compétences. On ne connaît pas aussi le nombre d'échecs qu'il a vécu aussi. Exactement, avant d'arriver à cette réussite-là. Tout à fait. Donc, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Ça ne sert à rien non plus à ce moment-là de se flageller, d'être dans l'autocritique.
ça ne sert à rien. Déjà que l'épreuve est assez difficile à vivre, on est déjà envahi par des émotions négatives, alors ça ne sert à rien d'être dans le jugement de soi-même, le fameux surmoi, on le laisse de côté, on se focalise beaucoup plus on fait beaucoup plus dans la résilience. Est-ce que l'Algérien, par sa nature, il a cette partie de s'autocritiquer un peu trop? Ou c'est naturel pour tout le monde? Parce que j'ai l'impression que chez nous, le degré est un peu plus important. Élevé? Oui. En fait, ça dépend des personnalités, ça dépend de la perception des choses de chacun. Il y a des personnes qui vont être très exigeantes envers elles-mêmes et donc être beaucoup plus dans l'autocritique. D'autres qui vont être très bienveillantes avec elles-mêmes et donc elles ne vont pas spécialement se critiquer ou se juger. Et c'est bien d'être bienveillant avec soi. Il n'y a pas mieux. Oui. Il n'y a pas mieux, effectivement. Et durant cette période d'échec où elle est importante, comment on cultive l'estime de soi? Alors, quand on vit un échec, il y a 2 éléments qui prennent un sacré coup. C'est la confiance en soi et l'estime de soi, sachant que c'est 2 éléments qui sont étroitement liés. Effectivement, heureusement que ça reste des notions variables. Donc oui, quand on vit un échec, bon, forcément, ça descend. Mais quand on arrive un petit peu à travailler notre résilience, par exemple, se focaliser sur aussi nos réussites, sur les choses positives de notre vie, là, on arrive un petit peu à remonter. Est-ce que la méthode des 3 de la gratitude est efficace durant cette période? Oui. Avant de se coucher. Dans toutes les périodes difficiles, la gratitude est une étape importante. Oui. Donc l'exercice d'être reconnaissant ou avoir de la gratitude pour 3 choses par jour. Exactement, par exemple. Oui, l'exercice des 3. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui aide un petit peu à remonter l'estime de soi et à regagner un peu en confiance en soi. Oui. Après, un dernier mot pour nos chères auditrices et auditeurs. Alors l'échec, c'est sûrement pas synonyme de nullité ou autre. C'est vraiment quelque chose que chacun a déjà vécu dans sa vie, vivra encore sûrement. Et l'échec, c'est aussi un état d'esprit. Il faut voir l'échec comme une seconde chance qui s'offre à nous de faire les choses, mais de les faire différemment. Oui, et surtout qu'après un échec, on ne commence pas du zéro, mais plutôt on commence avec une bonne expérience. Exact. Samia, merci infiniment pour merci à ce toi temps, pour cette ce invitation. Partage. Merci. Et avec plaisir. On te revoit très bientôt. Inch'Allah, avec grand plaisir. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, l'échec n'est pas un obstacle, il faut le voir comme une opportunité et c'est là où on va réussir. C'était Let's Talk with Nassima, c'était Nassima El-Hamel avec vous. N'hésitez pas à partager vos expériences avec nous. Aimez, partagez aussi ce podcast avec vos familles, vos amis. Revenez nous voir très bientôt parce qu'on aura d'autres sujets aussi intéressants qu'aujourd'hui. Merci infiniment.